Alors bonjour à tous, on se retrouve pour la correction de cette activité qui était à faire pour ce cours-là. Donc c'est production d'énergie électrique avec le vent. On va s'intéresser plus particulièrement aux éoliennes dans cette activité. Alors qu'est-ce que vous avez? Je vous présente un petit peu les documents. Bon déjà comme je vous l'ai dit, il y a eu des erreurs de fait dans ces documents. Je pense qu'au niveau de la relecture, c'est pas passé. Je sais pas quand ils ont publié le livre. Bon, en tous les cas, on a un premier document ici donc sur l'éolienne et la puissance de l'éolienne en fonction de la vitesse du vent. Donc c'est là où il faut bien mettre V au cube dans la formule ici. Ensuite, données techniques, voilà, vous avez la puissance nominale. Vous voyez, il y a bien 40 kW ici. Or là, dans le document, c'est écrit que c'est gradué en watts. Bon là, c'est bien en kilowatts aussi. D'accord, comme ça nous fait 40 kW quand on a assez de vent. Le rendement ici, pas grand chose à dire. Et puis là, non plus, hein, on a les valeurs avec quelque chose qui serait fait en TP, éventuellement ce qu'on aurait pu faire nous en TP si on avait fait ce TP. Donc, premièrement, expliquer pourquoi, donc première question, hein, expliquer pourquoi la valeur de la vitesse du vent est un paramètre qui influence fortement la puissance du vent. Alors justement, si on regarde cette formule, donc si on la corrige, hein, je rappelle ici c'est V au cube, on a pi sur 8. Ok, bon bah très bien, c'est une valeur constante. Fois ρ, la valeur de la masse volumique de l'air. Donc du coup c'est 1,3 kg par mètre cube. Bon bah 1,3. Le diamètre, c'est le diamètre de l'éolienne. Très bien. On voit que c'est au carré, on en reparlera tout de suite après. En tous les cas, V au cube. V au cube, ça veut dire que si on a une vitesse 2 fois plus grande, on va avoir 8 fois plus de puissance. Je vous mets ça en détail ici. La puissance du vent, c'est pi sur 8 fois ρ fois d au carré fois v au cube. La vitesse du vent est donc au cube dans la formule. Donc si on double la vitesse, on multiplie par 2 puissance 3. Vous êtes d'accord? Si là, je mets fois 2 là-dedans, si je considère une vitesse v, et puis dans un deuxième cas, une vitesse 2 fois v, le double, et ben j'ai un facteur 2 au cube, c'est-à-dire 8. 2 au cube, ça fait 2 fois 2 fois 2, ça fait donc 8. Donc je multiplie par 8 la puissance. Je prends un exemple avec un calcul. Je prends par exemple un vent de 8 mètres par seconde. Pour une éolienne donnée, ça me donne 314 watts. Donc vous vous rappelez, un PC par exemple, c'est une puissance de 100 watts. Donc du coup, on peut faire tourner 3 PC avec 8 mètres par seconde pour cette éolienne-là. Si on double la vitesse du vent, donc 16 mètres par seconde, on obtient, du coup, on a dit, une multiplication par 8 de la puissance, donc en gros 2500 watts. D'accord? C'est bien à peu près là, 314 fois 8, ça fait 2512. Donc, vous avez un vent qui double de vitesse ici, de 8 on passe à 16. Vous avez une puissance qui n'est pas du tout doublée, hein, c'est même pas au carré, c'est même pas encore x4, c'est x8. Donc ça, on en reparlera à la fin de la vidéo. C'est à la fois c'est un avantage quand il y a du vent, mais quand il n'y a pas de vent, du coup, c'est un gros souci. On voit bien que dès qu'il n'y a pas beaucoup de vent, l'éolienne ne produit plus grand-chose. Voilà. Alors sur le facteur d au carré, on voit que le diamètre de l'éolienne, il est au carré dans cette formule. Ça veut dire que si vous doublez le diamètre de l'éolienne, vous multipliez par 4 la puissance qu'elle va fournir, puisque c'est au carré. D'où la course au diamètre pour les éoliennes, c'est-à-dire que depuis 20-30 ans, on a fait d'énormes progrès. Au début, les diamètres étaient relativement petits. Maintenant, on arrive sur des assez gros diamètres. On en reparlera à la fin, dans les autres questions et à la fin pour les diamètres. Donc voilà, l'importance du diamètre et surtout là de la vitesse du vent. Donc je vous laisse copier ça, hein. C'est surtout que si on double la vitesse, on multiplie par 8 la puissance. Donc c'est vraiment extrêmement important. Donc on s'en rend bien compte ici. On voit bien qu'au départ, on a très peu de puissance fournie pour des vitesses de vent relativement faibles. Et d'un coup, ça monte pour arriver à la puissance nominale de l'éolienne. Et donc l'idée, c'est de les faire tourner au maximum dans ce qu'on appelle le régime nominal. Là, on vous dit puissance nominale 40 kW. Ce qu'on appelle puissance nominale, c'est là où l'éolienne est prévue pour fonctionner et donner un maximum, avoir son meilleur rendement. Voilà, seconde question. Représenter la chaîne de conversion d'énergie d'une éolienne, et bien là, je vous renvoie à la vidéo précédente. Donc je vous l'ai mis ici dans la correction que j'ai faite, voir la vidéo précédente, puisque c'est ce qu'on a fait, les chaînes énergétiques, on a fait celle de l'éolienne. Donc, suivant. À l'aide d'un calcul, montrer que la valeur du rendement de l'éolienne étudiée dans le bloc 2 est de 35. Alors moi, je vous avais dit, en fait, c'est 45%. Là. Il y a eu quelques erreurs dans ce document. Donc ici, il faut montrer que c'est égal à 45%. Alors pour ça, la valeur du rendement,
on en a déjà parlé, hein, mais le rendement, c'est quoi? Bah, vous avez justement une puissance reçue, sous une certaine forme, une puissance utile, c'est-à-dire le convertisseur, il va nous convertir l'énergie en une autre forme d'énergie que l'on souhaite, et puis forcément des pertes. Ce qu'on appelle le rendement, c'est toujours la puissance utile, donc ce qu'on obtient ici en sortie, divisé par la puissance reçue, là, ici. On a toujours ce rendement qui est inférieur à 1 ou 100%, sinon on aurait fabriqué quelque chose de perpétuel, un mouvement perpétuel, c'est pas possible. Pour une éolienne, on nous dit que le rendement maximal théorique, qui est la limite de Betz, est d'environ 59%. Et en pratique, pour les éoliennes installées sur Terre, le rendement global varie entre 15 et 40%. Voilà pour ça. Donc déjà, vous voyez, si vraiment tout était parfait dans le meilleur des mondes, le rendement c'est 59%. Pourquoi? Parce que bah, le vent est obligé de passer à travers l'éolienne, il n'est pas arrêté par l'éolienne. Bon, ça c'est des calculs théoriques, mais voilà, même s'il n'y avait aucun frottement, tout ça, vous ne pouvez pas récupérer 100% de l'énergie du vent, malheureusement, même sans prendre en compte les pertes et le fait qu'il n'y ait pas de vent, etc. etc. D'accord? Bon, comment on fait tout ça? Eh bien c'est parti, la puissance du vent, on nous a donné la formule, je répète, on est bien V au cube, donc pi sur 8 fois 1 tiers, pardon, fois 1,3, fois le diamètre, on nous a dit que c'était 8 mètres, hein, on va voir dans le document ici, la diamètre décrit par l'épale 8 mètres, donc 8 au carré, fois la vitesse du vent. Alors bah, la vitesse du vent en régime nominal, on va prendre le régime nominal, hein, c'est 14 mètres par seconde. Donc du coup, fois 14 au cube. Si vous faites ce calcul, vous trouvez exactement 89 653 watts. Bon, si vous avez mis ce genre de résultat, ça aurait été bon. Pour ceux qui ont fait des sciences, éventuellement, si vous l'avez vu même en seconde, avec deux chiffres significatifs, on aurait mis du coup 9,0 fois 10 puissance 4 watts, ou 90 kW sinon. Donc ça c'est la puissance du vent, c'est-à-dire que c'est la puissance fournie par le vent, c'est ce qu'il y a dans le vent vraiment. Si on pouvait récupérer toute la puissance du vent, on en récupérerait environ 90 000 watts. Malheureusement, on ne récupère pas tout ça, et si on regarde ici, dans la vitesse nominale, hein, la puissance nominale, c'est quoi? C'est 40 kW. On le retrouve ici, 40 kW, pour 14 mètres par seconde. À partir de 14 mètres par seconde, on a 40 kW. Ok. Donc, bah, le rendement, c'est quoi? Ce sont les 40 kW de l'éolienne, c'est-à-dire 40 000 watts en gros, divisé par le résultat qu'on vient d'obtenir. Donc si vous avez mis ça, ou si vous mettez avec les deux chiffres significatifs, 90 kW, c'est bon aussi, hein. Là, important, il faut bien mettre les mêmes unités. Par exemple, vous mettez tout en watts, donc 40 000 watts, ou 89 653, ou 90 000, ou vous mettez tout en kilowatts, 40 kW divisé par 90 kW, etc. Bon, bref, vous mettez bien la même unité. Et on tombe sur 0,446, donc si on fait x100 pour l'avoir en pourcentage, ça nous fait autour des 45%. On est au-dessus du rendement de tout à l'heure annoncé dans le document, c'est normal, puisque là on est sur un cas de puissance nominale avec quelque chose d'assez théorique. Voilà. Bon, on voit que globalement, en tous les cas, on récupère que la moitié de l'énergie, grand maximum, dans le meilleur des cas. Voilà pour cette question. Ensuite, question 4. Calculer la valeur maximale du rendement global du modèle d'éolienne étudié expérimentalement dans le doc 4. Alors le document 4, vous avez donc ce montage-là, un ventilateur pour faire du vent, puisqu'on ne va pas s'amuser à aller dehors s'il n'y a pas de vent en plus, tout ça, bon. On prend un ventilateur pour faire du vent. Notre éolienne réduite, elle va fournir de l'électricité. Cette électricité, on va pouvoir mesurer à la fois sa tension et son intensité, donc comme on aurait fait avec le panneau solaire, enfin comme on a fait avec le panneau solaire en TP, et on obtient du coup un tableau de valeurs. On mesure la vitesse du vent, alors il faudra un appareil aussi pour mesurer ça. On trouve donc la tension à chaque fois, et I, ici, attention, c'est en milliampères. Je vous rappelle que la puissance, c'est P égale U fois I. Pour avoir la puissance électrique, c'est U fois I. Ça vous ferait redonner, mais c'est U fois I. Du coup, comment on fait pour avoir le rendement de ce système-là? On fait la même chose en fait que ce qu'on vient de faire ici. Sauf que les diamètres et tout ça, les valeurs ne sont pas les mêmes. Donc on nous dit que le diamètre c'est 115 mm dans le document, hein, vous l'avez cette information. On convertit en mètres, attention, il faut bien se mettre en mètres, hein, on prend les unités internationales. Donc ça fait 0,115 mètres, ou 115 10-3, hein, pour ceux qui font des sciences ou qui maîtrisent ça depuis la seconde. Du coup la puissance du vent c'est le même calcul, pi sur 8 fois 1,3, fois 0,115 au carré, attention on n'oublie pas le carré, fois, du coup pour le premier cas, là je me mets sur la première ligne, 1,4 au cube. Ça fait 0,0185 watts, ok.
Ça, c'est la puissance qu'il y a dans le vent, je rappelle, donc que l'on pourrait, si jamais on pouvait vraiment tout récupérer, on aurait cette puissance-là. Malheureusement, on ne récupère pas tout ça. On prend donc la puissance électrique, c'est U fois I, c'est donc 0,33 fois 12 mA, attention, milli c'est fois 10-3, d'accord, ou sinon 0,012, si vous l'avez mis comme ça, et on tombe sur 0,00396 watts, ok. Je fais pas spécialement attention aux chiffres significatifs dans cet enseignement-là, on vous aurait pas sanctionné, donc voilà, je vous mets les résultats comme ça. Voilà, l'idée n'est pas vraiment de faire des calculs de précision, c'est d'avoir des ordres de grandeur. Et donc le rendement, toujours la puissance utilisée sur la puissance reçue, fois 100 pour l'avoir en pourcentage, je vous l'ai mis là directement, ça fait du 21,4%. On fait la même chose pour toutes les autres lignes. Alors comme c'est un peu répétitif, moi j'ai pris un tableur là, sinon vous faites la même chose, et vous mettez du coup, vous changez juste les calculs. Voilà, je fais ça pour toutes les lignes, et donc je tombe sur 21,4% pour la première, 25,5 la deuxième, 26,1 et 27,8. On nous dit de trouver le rendement maximal, et bien du coup c'est 27,8 dans notre cas, bon, autour des 28%. Voilà pour cette résolution d'exercice. Concernant maintenant un petit peu les éoliennes, d'un point de vue général, culture G, c'est-à-dire essayer de répondre un peu aux questions que vous auriez pu me poser. Alors déjà, au niveau des émissions de CO2, donc l'impact sur le réchauffement climatique. Ça c'est un document que j'ai trouvé dans votre livre, on en reparlera. Donc ce sont les émissions de CO2 des différentes énergies pour 1 kWh. 1 kWh c'est quoi? C'est par exemple votre four qui tourne pendant 20 minutes, par exemple. Ou un chauffage aussi pendant 20 minutes. À chaque fois, un seul de vos chauffages de toute la maison. Voilà, pour donner un exemple. Et donc c'est combien de CO2 vous émettez à chaque fois en grammes? Eh bien, on voit que pour les énergies fossiles, charbon, gaz et fuel, c'est entre 3 à 300, 200 grammes par kilowattheure, ok. Et pendant toute la durée totale de l'installation, c'est quoi? C'est la fabrication, le transport, l'extraction des différents matériaux, le recyclage, etc. Vous voyez que le charbon, c'est le pire truc, on est à 1000 grammes de CO2 par kilowattheure, le gaz 700 et le fuel 418. Pour l'éolien, ce qui nous intéresse ici, on est à 12,5, donc vous voyez, on est vraiment beaucoup plus faible que les énergies fossiles, donc ça présente vraiment un intérêt du point de vue du réchauffement climatique. On émet peu de CO2 avec l'éolien, quand on produit de l'électricité avec des éoliennes, on émet vraiment extrêmement peu de CO2. Tout compris, extraction des matériaux, transport, même depuis l'autre bout du monde, et recyclage des éoliennes. Alors recyclage en fait c'est plutôt enfouissement des pales, parce qu'on n'arrive pas trop à les recycler. Donc voilà pour ça. Ça c'est un bon point. Ensuite, eh bien, on a vu que la vitesse elle était au cube. Donc ce qui est important c'est d'avoir du vent. D'accord, c'est un peu évident de base, mais dans la formule on s'en rend encore plus compte. Vu qu'on a V au cube, il faut vraiment se placer dans des endroits où on a du vent. D'où une double compétition par rapport au diamètre, on l'a dit tout à l'heure, mais aussi les placer relativement haut. Plus on fait des mâts qui sont hauts, d'accord, plus on va avoir de vent, parce qu'à terre, enfin proche de la terre, vous allez avoir des arbres, des bâtiments, etc. qui vont couper le vent. Plus vous faites une éolienne qui va être en hauteur, moins elle va être sensible à toutes ces variations-là. Donc c'est pour ça qu'on les fait en hauteur, et c'est aussi pour ça qu'on en met en mer, parce qu'il y a plus de vent en mer, et donc d'une part ils vont avoir du vent plus souvent et des vitesses de vent plus élevées. Donc les éoliennes en mer tournent plus. Je rentre pas plus dans les détails là-dedans, mais c'est pour ça qu'on s'embête à en mettre en pleine mer. Alors après ça a un coût, ça coûte plus cher forcément, il faut aller tout construire dans la mer, il faut mettre des blocs de béton ici, il faut raccorder tout ça à la terre, donc ça coûte beaucoup plus cher, mais l'idée c'est d'avoir plus de vent. Donc une autre question que vous auriez pu me poser, c'est, monsieur, est-ce qu'on a des éoliennes en France? Combien il y en a? Est-ce que ça produit beaucoup? Etc. etc. Pour ça, on va aller sur un site qui s'appelle Ecodomix, donc vous tapez, vous voyez le nom s'affiche ici, vous tapez ça, vous arrivez sur cette page ici, et ça va vous donner toutes les données de l'électricité en temps réel. On va donc aller sur production d'électricité par filière, et vous allez avoir toutes les données. Alors par exemple, je vais mettre pour tout le mois d'octobre, ici, appliquer. Voilà, vous avez toutes les données sur le mois d'octobre, avec la production d'énergie que vous avez ici en France. Alors on se rend bien compte toujours que le gros pâté jaune, c'est le nucléaire en France. Il y a plein d'autres choses, mais nous ce qui va nous intéresser ici, c'est l'éolien. Donc si je clique dessus, voilà, ça s'affiche ici, donc ça c'est sur tout le mois d'octobre. Alors, qu'est-ce qu'on constate?
que déjà, oui, on a pas mal d'éoliennes. Vous voyez, ça monte à 12 mégawatts. Un réacteur nucléaire, c'est 1 mégawatt. Donc du coup, on a l'équivalent d'une douzaine de réacteurs nucléaires en France en éolien. Donc c'est beaucoup. On commence à en avoir beaucoup. D'ailleurs, à ce moment-là, vous voyez, à midi, je ne sais plus quel jour exactement, là, mais bon, à midi ce jour-là, l'éolien a produit, vous voyez, 19%, on vous le dit là, c'était affiché, 19% de la consommation dans le mix français. Donc un cinquième de l'électricité ce jour-là provenait de l'éolien. Donc ça, c'est vraiment très bien. Et qu'est-ce que ça permet de faire? De réduire les émissions de CO2, puisque c'est une électricité qui n'est pas produite par d'autres choses, comme du gaz, etc. Mais on voit aussi là-dessus qu'à un moment donné, par exemple à ce moment-là, à 16 heures, l'éolien, c'est 1%, 760 mégawatts. C'est vraiment pas beaucoup, d'accord? Et ça dure plusieurs jours. Et puis avant, il y en avait un peu plus, etc., etc. Vous avez du coup une très grande fluctuation comme ça de la production éolienne. Si vous regardez ça de manière plus générale, donc on va aller sur l'autre site que je vous ai déjà montré, ici, vous voyez que ça fluctue énormément. Alors là, c'est de septembre à mars, c'est pour toute l'Europe, et ça fluctue énormément. Vous voyez, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc ça, c'est un réel problème, parce que vous êtes content quand ça monte, forcément, mais quand il n'y a pas de vent, vous ne produisez pas d'électricité. Et ça, on revient à notre formule avec le V en cube. Quand il y a très peu de vent, vous produisez extrêmement peu d'électricité, d'accord? C'est pas que vous en produisez 2 fois moins ou 3 fois moins, c'est 8 fois moins quand il y a 2 fois moins de vent, rappelez-vous. Donc vous pouvez vraiment tomber là à des moments à quasiment 0,1%, 0, enfin bon, rien du tout de ce que vous avez installé. Qu'est-ce que c'est que ce graphique? C'est la puissance installée dans toute l'Europe. Alors ça, c'est des chiffres qui datent un peu, vous voyez, c'était 2010. À l'époque, on avait donc 65 000 mégawatts d'installés dans toute l'Europe en éolienne. C'est l'équivalent du parc nucléaire français. Ça veut dire que dans tous ces pays-là, donc Royaume-Uni, Irlande, Danemark, Espagne, France, Allemagne et Autriche, à cet instant-là, on avait l'équivalent de tous les réacteurs nucléaires français d'installer en éolienne. Et donc, si toutes ces éoliennes tournaient à leur régime nominal, c'est-à-dire avec du vent et une vitesse suffisante de vent, on aurait produit autant que tous les réacteurs nucléaires de France avec ces éoliennes. Or, qu'est-ce qu'on voit malheureusement? Que ce n'est jamais arrivé. De septembre à mars, c'est jamais arrivé. Une seule fois, on est monté là à 40 000 MW sur les 65 000, une seule fois. Et par contre, on peut tomber vraiment à quasiment zéro. Qu'est-ce que vous montre ce graphe aussi? C'est quelque chose qu'on appelle le foisonnement. C'est est-ce qu'il y a du foisonnement? En gros, l'idée c'est de se dire, bon voilà, s'il n'y a pas de vent en France, c'est pas grave, il y en aura peut-être au Danemark, il y en aura en Allemagne, et puis les Allemands vont nous vendre leur électricité qui vient de leur éolienne, parce qu'eux ils auront du vent, et puis nous on n'en aura pas en France. Et en fait, non. Justement, il y a eu de longues études là-dessus depuis. C'est en partie vrai de temps en temps, mais globalement, on a le même climat en Europe, quand il y a des anticyclones, il y a des anticyclones partout en Europe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vent, ou quand il y a des dépressions avec pas mal de vent, il y a pas mal de vent sur toute l'Europe aussi, etc. Les pays ne sont pas vraiment indépendants. Et donc, il n'y a pas de foisonnement, c'est-à-dire que quand il n'y a pas de vent dans un pays, globalement, il n'y a pas de vent dans tous les pays. Vous voyez là, la somme de tous les pays à ce moment-là, c'est pas grand-chose, alors que là, la somme de tous les pays, ça monte vraiment beaucoup parce qu'il y a du vent pour tout le monde partout. D'accord? Donc ça, c'est un gros souci, c'est ce qu'on appelle l'intermittence de l'énergie éolienne. On ne produit pas tout le temps avec les éoliennes, malheureusement. On produit quasiment même jamais à son maximum, on ne produit pas tout le temps. Voilà, ça va poser un problème financier juste après, je vais vous en parler. Donc c'est vraiment important d'avoir ça en tête, et c'est le cas dans toute l'Europe. Justement d'un point de vue financier. On va revenir sur le site Economics et on va aller voir les données de marché. En fait, donc le marché européen est interconnecté et on se vend, on s'achète de l'électricité en permanence, les pays avec nos voisins, etc. Je remets encore sur tout mois d'octobre. Et voilà, forcément ces prix fluctuent en fonction de plein de choses, mais il y a un truc bizarre. Regardez ici. Qu'est-ce qu'on voit à ce moment-là, à 11h, midi, là? Regardez l'Allemagne et Luxembourg, moins 40 € du mégawattheure. Vous avez un prix qui est négatif. En Autriche aussi d'ailleurs, à ce moment-là, moins 25. Ça arrive en France, alors est-ce que là je l'ai? On en a en Belgique, là un tout petit peu en France aussi. Pas plus que ça, ça arrive à d'autres périodes en France. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on vend de l'électricité à prix négatif? Vous allez me dire,
Bon, ok monsieur, je comprends bien qu'on arrive à se vendre de l'électricité, il y en a qui en ont peut-être plus que d'autres à un moment donné, etc. Mais c'est quoi cette histoire de prix négatif? Eh bien, si vous avez, comme l'Allemagne justement, installé énormément d'éoliennes, de telle sorte que si vos éoliennes tournent toutes en même temps, vous produisez assez d'électricité pour fournir tout le pays, et même plus. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, les éoliennes ne tournent pas toutes au même moment. Enfin, surtout, elles ne produisent pas à leur maximum. Donc du coup, vous vous dites, bah, pour être sûr d'avoir de l'électricité tout le temps, je vais en installer plus que ce dont j'ai besoin. Je vais en installer par exemple 2 fois plus. Comme ça, même si mes éoliennes elles tournent à 50%, bah, vu que j'en ai mis 2 fois plus, c'est bon, j'arrive à couvrir les besoins de tout le pays. Très bien. Donc vous arrivez à faire ça, sauf que il arrive qu'il y ait énormément de vent, et à ce moment-là, vos éoliennes tournent toutes, et vous en produisez trop, puisque vous en avez installé trop. Le seul truc à ce moment-là, pour pas faire exploser votre réseau, parce que l'électricité elle est produite, c'est soit vous arrêtez l'éolienne, c'est quand même dommage, vous avez plein de vent, vous avez des gens qui ont acheté leur éolienne, qui veulent la rentabiliser, etc. Et il faudrait leur dire quand il y a du vent, bah en fait vous l'arrêtez. Voilà, ils vont pas comprendre. Donc, par aussi tout un jeu de systèmes de subvention. Bon, c'est assez complexe, hein, mais je veux juste vous montrer quels peuvent être les problèmes auxquels on pense pas du tout à la base quand on installe les éoliennes. Mais bon, la solution choisie, que ce soit en Allemagne, ça arrive plus chez eux que chez nous, parce qu'ils ont plus d'éoliennes, ou en France ponctuellement, c'est de continuer à vendre l'électricité même, et de la vendre même à perte. C'est-à-dire que on paye les voisins, donc par exemple les Français, les Belges, etc. Les Allemands nous disent, bah voilà, on vous vend de l'électricité, enfin en fait on va vous payer pour que vous utilisiez notre électricité, parce que sinon notre réseau il sature. Donc voilà, c'est ce qui est arrivé à ce moment-là. Si vous regardez dans les données, pour les autres mois, ça arrive aussi relativement régulièrement pour les Allemands. Et donc à ce moment-là, bah, nous on est contents, hein, on achète leur électricité, les Suisses le font aussi, et on l'utilise, voire même on la stocke. Les Suisses font beaucoup ça, ils stockent l'électricité qu'ils achètent aux voisins, ils stockent ça dans leur barrage, en fait on en reparlera quand on parlera de l'énergie hydroélectrique. Voilà pour cette partie-là. Dernière question que vous auriez pu me poser peut-être, c'est bon d'accord monsieur, on comprend bien que si on met trop d'éoliennes, on a des soucis, puisque des fois il n'y a pas de vent. Hein, ce qu'il faut comprendre, c'est si on se dit, par exemple, bah voilà, moi je mets 10 fois plus d'éoliennes que j'en ai besoin. Ok, je fais ça. Déjà ça coûte très cher de faire ça, forcément. Et ensuite, bah, il y a toujours un moment où vous n'avez pas de vent. Et quand vous n'avez pas de vent, que vous ayez installé une éolienne ou 150 millions, il n'y a pas de vent. Point barre. Donc vous produisez rien. Du coup, il vous faut autre chose qui doit prendre le relais pour compenser le fait qu'il n'y ait pas de vent. Ça, c'est vraiment un truc à garder en tête. Donc globalement, on en installe, mais si on en installe trop, on voit qu'on arrive à des problèmes. C'est un peu de l'argent gaspillé, quoi. Néanmoins, on peut se poser la question, est-ce que ça sert quand même à quelque chose d'installer des éoliennes? Alors ça dépend des pays, tout ça, on y reviendra dans l'année, mais ici vous avez, toujours sur le même site que je vous ai mis en lien, l'exemple de l'Espagne, avec du coup le mix électrique de l'Espagne pour différentes dates. C'est quelque chose d'assez classique même dans le monde. Ici vous voyez le 1er janvier 2010 et là le 18 janvier. Qu'est-ce qu'on voit ici? Donc ils ont du nucléaire en Espagne aussi, l'éolien il est ici en vert, le charbon il n'y en a pas beaucoup, le gaz en jaune, autre, bon c'est d'autres énergies diverses, et puis de l'hydraulique, très bien. Qu'est-ce qu'on voit ici? Ils avaient pas mal de vent, donc l'éolien produit, alors ça varie, vous voyez ici tout ça, ça varie, mais l'éolien produit pas mal d'énergie, très bien. Par contre, le 18 janvier, bah, manifestement il y avait moins de vent ce jour-là, et donc l'éolien produit pas grand-chose. Vous voyez là, par rapport à gauche, ça produit pas grand-chose. Qu'est-ce qui compense à ce moment-là? L'hydraulique, vous pouvez éventuellement faire des choses, le nucléaire, vous pouvez faire aussi, mais vous n'allez pas construire une centrale comme ça, parce qu'il y a des nucléaires dans beaucoup de pays quand même, hein. Pas autant qu'en France, mais dans beaucoup de pays. Qu'est-ce qu'on va pouvoir activer facilement, rapidement, qui coûte pas trop cher, etc. Et ben en fait, tous les pays vont utiliser du gaz. Vous voyez là, il y en avait très peu ici, et là, vous en mettez énormément. Donc en fait, le gaz, enfin l'absence d'éolien ici est compensée par énormément de gaz. Gaz qui, je le rappelle, émet énormément de CO2. Vous vous rappelez, hein, si je reviens sur le document de ici, voilà. Le gaz, c'est moins que le charbon, un petit peu moins que le charbon, mais on est quand même à 700 grammes de CO2 contre 12 pour l'éolien. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, que si on installe des éoliennes, c'est mieux de faire tourner des éoliennes du coup quand il y a du vent. On ne maîtrise pas trop, mais quand il y en a, c'est mieux de les faire tourner plutôt que de faire tourner du gaz. D'accord? Un pays qui se dirait, voilà, moi j'installe que du gaz et puis je m'en fiche, bah, il va émettre beaucoup plus de CO2 que celui qui dit, moi j'installe du gaz et de l'éolien.
N'empêche que c'est illusoire de se dire on va faire 100% d'éolien, par exemple, parce que quand il n'y a pas de vent, faut bien trouver autre chose, et tous les pays font la même chose, en Europe, en Australie, aux États-Unis, etc. Quand il n'y a pas d'éolien, c'est au mieux du gaz, au pire du charbon, puisque le charbon, on a vu, ça émet encore plus de CO2. Voilà pour une vision un petit peu globale. N'hésitez pas à me poser des questions.